Mes chers compatriotes, je voudrais revenir devant vous sur un événement qui n'a pas beaucoup défrayé la chronique, quoique plusieurs grands journaux comme Libération, Sud-Ouest et certains médias en aient quand même parlé, mais ça n'a pas été sur le devant de la scène. Et je voudrais revenir sur cet événement parce qu'il révèle beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur le milieu du souverainisme notamment. Je veux parler d'une réunion qui s'est tenue à Paris, à Tour Montparnasse, qui s'est appelée Worldwide Freedom Initiative en américain, c'est-à-dire Initiative mondiale pour la liberté. De quoi s'agit-il? Mais il s'est agi que on a appris comme ça tout à trac. Il semble que c'est une opération qui a été menée tambour battant quelques jours. On a appris que deux très hautes personnalités américaines, républicaines, l'un s'appelle Mike Johnson, c'est le nouveau président de la Chambre des représentants américaine, qui est un républicain très fidèle à Donald Trump, et également flanqué de Madame Kristi Noem, qui est donnée, d'après les rumeurs de Washington, comme la probable candidate à la vice-présidente des États-Unis d'Amérique aux côtés de Donald Trump pour les élections présidentielles de 2024, si Donald Trump est bien candidat. Donc ces deux très hautes personnalités américaines sont venues à Paris le vendredi 10 novembre et sont venues tenir cette initiative mondiale pour la paix organisée par quelqu'un que je ne connaissais pas en tout cas, qui s'appelle Monsieur Randy Yaloz, on devrait dire Maître Randy Yaloz, puisque c'est un avocat franco-américain qui a la double nationalité, mais qui a parcouru, en fait, qui a partagé sa vie entre les États-Unis, la France et Israël, puisqu'il a été notamment diplômé de l'université de New York, de Tel Aviv, et je crois qu'il est professeur à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv, à l'université de New York. Et ce monsieur Randy Yaloz s'est proclamé comme étant le chef d'un groupe qui s'appellerait Republicans Overseas, c'est-à-dire les républicains d'outre-mer. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que cette opération a été organisée avec des invités français, des gens qui nous concernent particulièrement, puisque c'était des responsables politiques. Il y avait Éric Zemmour, il y avait Jean-Frédéric Poisson du mouvement VIA, l'ancien Parti chrétien-démocrate. Il y avait également M. Dupont-Aignan de Debout la France et M. Philippot des Patriotes. Pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne l'UPR, nous n'avons jamais été approchés. Et d'ailleurs, comme vous allez le comprendre, si j'avais été approché, j'aurais évidemment décliné toute invitation. Pourquoi ? Parce que cette assemblée a organisé une espèce de colloque qui a duré toute la journée. Pour les personnes qui assistaient au débat du matin et au déjeuner, les droits d'entrée étaient de 650 €, une bagatelle. Et pour ceux qui poursuivaient et qui assistaient à toute la journée, y compris le dîner, il fallait débourser 1100 €. 1100 €. C'est quand même assez fort de café, ça rappelle tout à fait ce que l'on voit aux États-Unis. Moi, je rappelle que nous avons tenu au même moment notre université l'automne, où le droit d'entrée pour les non-adhérents était de 35 € pour toute la journée. Donc on n'est pas du tout, évidemment, dans la même échelle. Ça veut dire que quelques personnes très fortunées ont pu participer à cette réunion qui a été finalement un peu en vase clos. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le contenu. Puisque ces débats ont commencé par un discours de M. Éric Zemmour, qui a fait un grand discours sur le thème « L'union de la droite ». Il faut faire l'union de la droite en France pour parvenir au pouvoir. Et tout ceci devant M. Dupont-Aignan et M. Philippot, qui n'ont pas moufté, et qui, par leur présence, comme celle de M. Poisson d'ailleurs, par leur présence, c'était les trois autres présidents de groupes de partis politiques, finalement acquiesçaient à ce sujet. J'ajoute que le dîner s'est conclu par un discours, et la personne qui a fait le discours inauguratif du dîner était la même que celle qui avait fait celui qui avait inauguré
la journée, c'est-à-dire M. Éric Zemmour, qui avait à la fois inauguré la journée et l'avait conclue, inauguré par un discours donc sur l'union des droites nécessaires, et le deuxième discours, c'était le soutien inconditionnel à Israël. M. Dupont-Aignan et M. Philippot ont participé à ça. Alors moi, je voudrais ici mettre les pieds dans le plat et dire ce que j'en pense. Voilà. La première chose que je voudrais dire, c'est que, pour ce qui me concerne, je trouve qu'il est absolument incroyable de participer à une réunion avec des représentants parmi les plus élevés d'une puissance étrangère, le président de la Chambre des représentants américains, M. Mike Johnson, qui par ailleurs est une des personnalités les plus réactionnaires du pays, qui tient des propos qui, en France d'ailleurs, lui voudraient peut-être de tomber sous le coup de la loi, voilà, qui sur toute une série de sujets. Sous son regard bienveillant et professoral, également en présence de la future vice-présidente des États-Unis, on a eu M. Zemmour qui a expliqué qu'il fallait faire l'union des droites en France pour parvenir au pouvoir. C'est incroyable. Moi, je ne sais pas. Comment est-ce que M. Philippot et M. Dupont-Aignan, qui se la jouent gaullistes, peuvent-ils accepter de placer un débat de politique intérieure française sous le regard bienveillant et sous l'organisation de parmi les plus hauts dirigeants américains? Enfin, c'est incroyable. En fait, ce sont des gaullistes en peau de lapin. Ce sont des gaullistes qui abandonnent tout principe du gaullisme dès qu'il s'agit de ramper au premier claquement de doigts de l'oncle Sam pour se faire bien voir. C'est minable. C'est une honte même. J'ajouterais par ailleurs que M. Zemmour a fait ce discours sur l'union de la droite, mais c'est effectivement ce que réclame sur l'air des lampions M. Dupont-Aignan depuis des années. Il est pour l'union des droites. Mais je rappelle quand même que ça veut dire qu'il est pour une union avec M. Zemmour, qui est pour l'Union européenne, pour l'OTAN, pour l'euro, pour le soutien à l'Ukraine, pour l'envoi d'armes à l'Ukraine, pour les sanctions contre la Russie, et qui est par ailleurs, sur le théâtre proche-oriental, totalement aligné sur les positions du Premier ministre israélien Netanyahou et du Likoud, c'est-à-dire de l'extrême droite israélienne, et qui donc est aux antipodes de ce qu'a été la position traditionnelle de la France, que d'ailleurs le président Macron l'a pour une fois essayé de faire un petit peu revivre, mais très vite, il a très vite abandonné. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu dans la presse une dizaine d'ambassadeurs de France accrédités dans des pays du Maghreb et au Proche-Orient qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant que la France, désormais étant complètement alignée sur la politique américano-israélienne au Moyen-Orient, eh bien, est en train de perdre tout crédit dans tout le Moyen-Orient et dans toute l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, Macron continue à détruire totalement l'influence de la France. Mais ce colloque aussi. Alors, il y a deux choses tout à fait extraordinaires à ajouter à cette affaire. La première chose très extraordinaire, c'est que ce monsieur Randy Yaloz, qui est sorti d'un chapeau, qui a réussi à faire venir certaines des plus hautes personnalités américaines, en fait est un inconnu, en tout cas de moi, mais pas seulement de moi, puisque je suis allé regarder son compte Twitter, qu'il a créé en 2021, et il a 70 abonnés. Or, il se trouve qu'il y a des partisans du président Donald Trump en France depuis belle lurette. Il y a quelque chose qui s'était créé en 2016. Il y a un compte Twitter d'ailleurs de ce que l'on appelle le Comité Trump France, qui lui a 60 500 abonnés, c'est-à-dire qu'il a très exactement 864 fois plus d'abonnés. Or, ce Comité Trump France, d'après les informations qui me sont parvenues, a été tenu totalement à l'écart de cette réunion. Quand même incroyable. Au point même que le président du Comité Trump France, d'après des rumeurs, aurait essayé de se faire inviter et aurait trouvé porte close. C'est quand même incroyable. J'ajoute d'ailleurs que si vous allez sur le compte Twitter du Comité Trump France, vous verrez qu'il n'y a pas un mot qui est dit sur cette Worldwide
Freedom Initiative. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelles sont les forces qui sont derrière et qui ont fait accourir à quatre pattes M. Dupont-Aignan, M. Philippot, qui se sont mis dans la roue d'Éric Zemmour? Parce que je rappelle que je crois qu'effectivement, M. Dupont-Aignan, M. Philippot ont dû faire un discours. Enfin, à l'évidence, ils étaient en fait là des faire-valoir. Ils étaient comme M. Jean-Frédéric Poisson. Ils étaient là pour magnifier le rôle de fédérateur d'Éric Zemmour. C'est quand même une chose extraordinaire. Il serait intéressant de savoir ce que le comité Trump France en pense. Et il serait intéressant de savoir ce qui se passe exactement dans les équipes autour de la candidature de Donald Trump, où on a l'impression que ça doit sacrément grenouiller. Mais il y a une deuxième chose encore plus extraordinaire, et si j'en parle, c'est parce qu'elle me concerne directement, et c'est justement parce que j'ai été directement attaqué que je fais cette vidéo, sinon je pense que j'aurais préféré la laisser aux oubliettes. Il se trouve que le journal Sud-Ouest a titré justement sur l'extrême droite réunie avec Éric Zemmour, Philippot et Dupont-Aignan derrière donc ce comité trumpiste, cette Worldwide Initiative, Freedom Initiative. C'était dans le titre, mais le journal Sud-Ouest y a consacré un long article non signé dans lequel il a été question de moi. Voilà le passage qui a été mentionné. Absent, François Asselineau, qui organise le lendemain l'université d'automne de son parti, l'UPR, avec 2 tables rondes. L'Occident est-il fini? Puis, la liberté d'expression va-t-elle disparaître? 2 intitulés qu'organisateurs et participants au Worldwide Freedom Initiative n'auraient pourtant pas renié. Ce passage de cet article est absolument incroyable et très révélateur du parti pris des médias français. Parce que, pour un lecteur rapide, ce texte, ce passage, insinue qu'en fait j'aurais pu être invité, que je l'ai peut-être été, et insinue que si je n'y étais pas, si je n'étais pas avec les Duponté et Dupondé du souverainisme gaulliste de pacotille, c'est-à-dire M. Dupont-Aignan et M. Philippot, eh bien c'est qu'en fait j'avais une contrainte d'agenda qui était l'université, mais qu'en fait je n'aurais pas déparé dans le tableau, puisque d'ailleurs j'avais organisé des tables rondes qui parlaient de sujets qui étaient certains de ceux qui étaient abordés lors de cette réunion. Est-ce que vous imaginez le sophisme, c'est-à-dire le faux raisonnement, l'amalgame qui est ici à l'œuvre? Est-ce que vous imaginez que ce journal Sud-Ouest, qui ne parle absolument jamais de moi ni de l'UPR, jamais, trouve le moyen, parce qu'il s'agit de parler de l'extrême droite et il s'agit de montrer que c'est derrière une des personnalités les plus réactionnaires des États-Unis qui est venue sur place, il s'agit de m'amalgamer, de faire comme si en fait je faisais partie de tout ça. Alors, nous avons écrit une lettre, aujourd'hui même, 14 novembre, à Sud-Ouest, pour mettre les points sur les i, et nous avons demandé que cette lettre soit publiée dans leur journal. On ne se fait évidemment pas beaucoup d'illusions, mais pour que tout le monde se soit au courant, j'ai décidé de publier cette lettre sur notre site Internet. Et dans cette lettre, j'ai rappelé quand même au journal Sud-Ouest que nous n'avons pas été informés, que nous n'avons pas été invités, et que nous l'avons été d'autant moins que je suppose que les invitations ont été concoctées par Maître Randy Galloz et Éric Zemmour, et que Éric Zemmour sait très bien que moi je ne suis pas de ceux à aller ramper devant qui que ce soit. Et il sait très bien surtout que je le combats frontalement. Je rappelle, je l'ai déjà dit, je le rappelle, qu'il est hors de question pour moi de donner l'impression de vouloir me rallier à M. Zemmour, qui est pour l'Union européenne, qui est pour l'euro, qui est pour l'OTAN, qui est pour l'Ukraine,
pour la livraison de milliards d'euros à l'Ukraine, pour la livraison d'armements à l'Ukraine. Il est également pour les sanctions contre la Russie. Il est pour un soutien inconditionnel à Israël. Enfin, M. Zemmour, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il n'a absolument rien à voir avec nous. J'ajoute aussi que les déclarations de M. Zemmour, son programme se résumant en fait à une haine absolue et viscérale des Arabes, même pas des musulmans d'ailleurs, parce qu'il oublie de considérer que parmi les populations qui sont musulmanes en France, il y a des gens qui ne sont pas arabes, qui sont des Français de souche et qui parfois d'ailleurs ont le zèle des néo-convertis. On en a vu un certain nombre aller s'engager du côté de Daesh au Moyen-Orient. Il oublie aussi qu'il y a en France des Français qui sont musulmans, mais qui vivent leur religion de façon extrêmement discrète et avec, de façon en bon père de famille, si j'ose dire. Donc lui pratique un amalgame de type raciste qui lui a d'ailleurs valu d'être à plusieurs reprises condamné pour incitation à la haine raciale. Je rappelle que M. Zemmour est considéré unanimement comme une personnalité d'extrême droite. Je rappelle que l'UPR, n'en déplaise à Sud-Ouest, n'a jamais été considéré comme étant d'extrême droite par les pouvoirs publics, puisque je rappelle que le ministère français de l'Intérieur, qui a un bureau spécialisé quant à l'analyse des programmes et des analyses des partis politiques, avant chaque élection à laquelle nous avons participé, a attribué le label divers à l'Union populaire républicaine, c'est-à-dire non classable, au-dessus du clivage droite-gauche. D'ailleurs, lorsque M. Zemmour propose l'union de toute la droite, ce qui est approuvé par M. Philippot et par M. Dupont-Aignan, d'ailleurs ils n'ont pas moufté sur cette affaire, lorsque M. Zemmour propose l'union de la droite, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes pour l'union de tous les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, peu importe, qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, agnostiques ou athées militants, on s'en fiche. Nous, on veut simplement rassembler tous les Français à titre provisoire, comme pour le Conseil national de la résistance de 1943-1944, pour libérer la France de la tutelle qui est tombée sur elle, pour rendre à la France sa souveraineté et son indépendance. Donc ce sont deux conceptions, mais totalement différentes de la politique française. Ce sont deux visions totalement différentes du futur de la France. Les propos de M. Zemmour sont constamment de l'huile jetée sur le feu. Il ne fait que jeter de l'huile sur le feu sans jamais apporter le moindre début de solution, et en faisant peur et en ameutant en fait le peuple français, alors que moi, depuis des années, je ne cesse que d'essayer d'apporter des solutions, prôner la concorde entre les citoyens, rappeler les fondamentaux de la société française, qui est une société qui refuse tout communautarisme, aussi bien le communautarisme musulman que le communautarisme juif, que le communautarisme catholique, que le communautarisme indien, etc. La France ne connaît que des citoyens. J'ai eu l'occasion également de rappeler que pour résoudre la difficulté qui est actuellement en œuvre en France, il y a toute une série de choses à faire, notamment sortir de l'Union européenne et de Schengen et aussi de la Cour européenne des droits de l'homme pour reprendre en main notre politique migratoire, ce que M. Zemmour refuse. Tout en accablant les immigrés, il refuse de sortir des traités qui nous imposent une politique migratoire. Je rappelle également que pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne l'UPR, nous avons fait une proposition très concrète dont je mesure jour après jour dans les réunions publiques que je fais à travers la France qu'elle est approuvée par une écrasante majorité de mes auditoires, quelle que soit leur religion. J'ai proposé que l'on modifie la Constitution française en précisant que la France est une république laïque de tradition chrétienne, ce qui permettrait de tout résoudre en même temps. À la fois la laïcité, c'est-à-dire garantissant à nos compatriotes musulmans sunnites, musulmans chiites, juifs, hindous, bouddhistes, catholiques, protestants, etc., nous leur
garantissons l'exercice de leur religion à titre privé, de façon discrète pour les religions minoritaires. Mais nous posons le principe d'inscrire la tradition chrétienne, parce que derrière la tradition chrétienne, qui ne concerne pas que des sujets religieux, ça concerne des sujets civils, de droit civil et de conception de la vie en société. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Nous avons l'habitude d'avoir une église avec les cloches qui sonnent. Les Français, dans leur écrasante majorité, n'ont pas envie d'avoir une mosquée avec l'appel du muezzin, parce que ça ne serait plus la France. Les Français sont habitués à avoir un jour férié le dimanche et le week-end le samedi-dimanche. Mais si nous ne reconnaissons pas une spécificité aux traditions chrétiennes dans notre Constitution, eh bien nous aurons des demandes reconventionnelles qui viendront de certaines communautés travaillées en sous-main par tel ou tel organisme financé par le Qatar, qui réclameront d'avoir des lois spéciales, d'avoir le week-end, le jeudi et le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs, etc. Et puis qui réclameront, pourquoi pas, l'application aussi des principes de la charia, c'est-à-dire l'inégalité de la femme et de l'homme. L'égalité fondamentale de l'homme et de la femme découle de notre appartenance à la civilisation chrétienne. D'ailleurs, l'égalité de tous, en fait. Je rappelle cette fameuse parole de saint Paul dans les Actes des Apôtres, dans une de ses lettres, où il explique que quelqu'un lui demande est-ce que la religion qu'il prêche est uniquement pour les Juifs, puisque le Christ était juif, ou bien est-ce qu'elle s'adresse au monde entier, notamment aux gentils, comme on dit. Et saint Paul dit non, 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 aux yeux de Dieu, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni gentil, ni maître, ni esclave, nous sommes tous égaux devant Dieu. Donc c'est cette égalité ontologique qui a été posée par le christianisme et que le christianisme reconnaît. Alors même que l'islam ne reconnaît pas une égalité entre les hommes et les femmes, puisque les femmes n'héritent pas de la même part de leurs parents que les garçons. Les femmes, dans la loi, dans la charia j'entends, les femmes ont une parole qui vaut moins que la parole d'un homme devant un prétoire, devant un tribunal. Voilà. Donc, et puis l'islam porte en lui également la polygamie, ce que refuse le christianisme. Alors c'est la raison pour laquelle moi j'ai apporté ça au débat. Et j'ai toujours bien précisé que ceci doit s'accompagner d'un respect de la France pour les cultures étrangères. Et de la même façon que nous devons demander aux autres peuples de respecter notre culture, nous devons avoir l'élégance et la justice de respecter les autres cultures du monde. Ça ne nous concerne pas s'il y a des pays comme en Afghanistan, comme en Iran, où des femmes sont obligées de porter le voile. Ça ne nous concerne pas. Ça concerne les Iraniens et les Iraniennes. C'est à eux de régler leurs problèmes en interne. Ça n'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire. On n'imagine pas des femmes touristes allant faire les seins nus sur des plages en Arabie Saoudite, par exemple. Eh bien, de la même façon, par parallélisme des formes, il n'est pas normal qu'il y ait des femmes en burkini sur les plages ou dans les piscines de France, parce que ça n'est pas notre tradition, tout simplement. Voilà. Alors, j'en reviens à la World Wide Freedom Initiative. En fait, il s'agit de quelque chose, il s'agit d'une opération montée, si j'ai bien compris, en connivence avec Randy Diallo et Éric Zemmour, une opération d'extrême droite, portant exclusivement sur le woke culture et sur la menace musulmane et le soutien à Israël. Voilà. Alors, c'est tout à fait scandaleux de nous avoir mêlés à ça, à tous les égards. À tous les égards. Moi, je n'ai pas envie de débattre de politique intérieure française et de stratégie politique sous le regard, sous la houlette du président de la Chambre des représentants américain ou de la future, peut-être, vice-présidente américaine. Ça ne les regarde pas. Enfin, comment est-il possible que M. Dupont-Aignan et M. Philippot acceptent ça ? Comment est-ce qu'ils peuvent ensuite dire qu'ils sont pour la sortie de l'Union européenne, ce que ne dit jamais vraiment d'ailleurs M. Dupont-Aignan, alors même qu'ils se mettent à la remorque de M. Zemmour, qui, lui, a déjà dit à quel point il refusait tout ceci. Quant à l'article de Sud-Ouest,
Il essaye de m'amalgamer à ces gens dont je réprouve totalement la démarche, au motif que lors de notre université d'automne, nous avons abordé 2 tables rondes, l'une qui portait sur la liberté d'expression, l'autre, l'Occident est-il fini? Alors je réponds à Sud-Ouest que d'abord, ils ne nous ont pas demandé ce qui s'était dit dans ces tables rondes. Ils n'ont même pas cité le fait que dans ces tables rondes, il y avait des personnalités de droite, mais aussi des personnalités de gauche. Par exemple, notamment Gilles Casanova, qui a été conseiller de dirigeant du Parti socialiste, conseiller pendant plusieurs années de Jean-Pierre Chevènement. Il y avait Greg Tabibian, qui est un youtubeur, qui est un homme de gauche. Donc nous avions une répartition droite-gauche à la tribune que l'on ne trouvait pas du tout à l'Initiative pour la liberté de M. Randy Allos et de M. Zemmour. Deuxièmement, nous n'avons pas dit du tout les mêmes choses. Eux, c'était un discours militant, anti-woke, anti-LGBT, anti-avortement, etc. Enfin, vraiment, typiquement, la frange la plus à droite du Parti républicain américain. C'est leur problème aux États-Unis. Mais nous avons eu des tables rondes que vous verrez d'ailleurs bientôt, qui ont été enregistrées, où ces sujets ont été abordés, mais d'autres encore. On a beaucoup aussi parlé du déclin militaire, du déclin économique, de la montée en puissance des BRICS, du problème de la dette, etc. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus universitaire et objectif que les propos enflammés qui ont été tenus par M. Zemmour, notamment, lors de cette réunion. Donc le plus extraordinaire, c'est de nous amalgamer sans s'être renseignés et sans avoir remarqué que si nous abordions ces sujets, c'était sous un angle totalement différent et avec des discours totalement différents de ceux qui ont été tenus. Et si nous avons tenu ces sujets cette année, l'année dernière, c'était sur notamment sur l'Alliance franco-russe, c'est parce que ces sujets sont des sujets d'actualité. La liberté d'expression, tout le monde se plaint des restrictions à la liberté d'expression. Quant à l'affaire de l'Occident est-il fini, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, la meilleure preuve en étant d'ailleurs que le magazine Le Point, hier 13 novembre, a publié un long article, un long éditorial de Nicolas Baveret qui s'appelle « Le résistible déclin de l'Occident », qui défend la thèse selon laquelle le déclin de l'Occident n'est pas joué, n'est pas définitif. Mais d'ailleurs, c'était également les questions que l'on se posait. Voilà. Ça veut dire quoi tout ça ? La résultante de tout ça, s'agissant de la presse française, c'est une honte. C'est une honte. Magazine Sud-Ouest ne nous a même pas téléphoné pour savoir ce qu'on en pensait, pour avoir notre réaction, pour demander pourquoi je n'étais pas à cette opération. Il n'a même pas envoyé un seul journaliste pour écouter ce qui se disait. C'est une attaque vicieuse, excusez-moi de le dire, mais uniquement dans un seul objectif, c'est de saloper l'UPR et de saloper Asselineau en lui attribuant une appartenance des pensées et des modes de raisonnement qui n'ont rien à voir avec ceux de M. Zemmour. C'est une honte du point de vue journalistique. Quant à M. Philippot et M. Dupont-Aignan, il y en a encore vraiment qui se posent la question de savoir, avec tout le reste dont j'ai déjà parlé, pourquoi je ne veux pas, si peu que ce soit, à faire un bout de chemin avec ces deux personnages qui n'ont aucune parole, qui sont prêts à zapper, à changer de position à tout instant uniquement pour leurs pommes, qui sont prêts à ramper devant l'oncle Sam pour essayer d'avoir sans doute une promotion dans les médias euro-atlantistes. Pouah ! Nous continuons comme nous sommes. Nous continuons conformément à ce que j'ai fondé le 25 mars 2007 et nous portons haut et fort non seulement les idéaux gaullistes, mais au-delà de Gaulle, les idéaux d'un pays, la France, qui, depuis la nuit des temps, s'est toujours battu pour sa liberté et sa souveraineté nationale. C'est d'ailleurs notre nom, la France
le pays des Francs. Vive la France!